bienvenue pour ce deuxième webinaire Google for Education assuré donc par Govisio. Et je serai donc votre hôte pour cette session qui va nous amener, je l'espère, à prendre pas mal de plaisir pédagogique entre 14 h et 15 h. Vous avez eu une petite notification d'enregistrement puisque la session sera enregistrée de telle manière que ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre eh bien, pourront revoir, ou vous-même, vous pourrez revoir cette session si vous en avez l'envie. Donc cette session va avoir comme focus les écoles et les collèges, et donc pour nos collègues belges, l'école fondamentale, le secondaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête des scénarios pédagogiques pour ce type d'établissement, ces classes d'âge. Mais bien évidemment, ce que je vais vous montrer par extrapolation pourrait s'appliquer pour des élèves de lycée, etc. D'ailleurs, durant la phase de questions, n'hésitez pas, si vous souhaitez prolonger, aller un peu plus loin que ce que je vous aurais montré aujourd'hui. Concernant les autres types d'établissements et notamment professionnels, cela donnera lieu à un troisième webinaire. Vous aurez très prochainement les informations sur les dates. Au-delà du focus sur les écoles et les collèges, l'idée, ça va être ici de mettre l'accent sur un écosystème, l'écosystème Google Workspace, que vous connaissez très certainement encore sous l'appellation G Suite, et des appareils Chromebook, les deux conjuguant des forces qui, à mon sens, valent vraiment le coup d'être démontrées. C'est pour cela que j'aurai tantôt cœur à mettre en avant plutôt l'environnement logiciel, et vous allez voir, durant les manipulations, eh bien, je mobiliserai les vertus du Chromebook. Alors, quelle sera notre feuille de route durant ce webinaire? Eh bien, tout d'abord, on va ouvrir le bal avec un cours Google Classroom. Si vous ne connaissez pas l'environnement, ça sera l'occasion de voir cette pierre angulaire de Google Workspace. Google Classroom, c'est ni plus ni moins qu'un LMS, un Learning Management System, ce qui permet de diffuser son contenu auprès de ses élèves. Je caricature pour aller très vite, mais on aura l'occasion de voir toute la puissance de cette interface web. Ensuite, on aura l'occasion, au travers de la phase de démo, de voir à quel point le Chromebook est un appareil séduisant dans la mesure où il peut s'accommoder à la fois de saisie au clavier, de saisie au stylet, de saisie par la voix. On peut l'utiliser pour la plupart des modèles, soit sous forme de tablette, soit sous forme d'ordinateur. Et puis, j'aurai aussi l'occasion de faire du va-et-vient entre ce que voit l'enseignant et ce que voit l'élève. J'alternerai les deux postures de telle manière que vous puissiez vraiment vous rendre compte de comment ça se passe du côté du pédagogue et comment ça se passe du côté de l'élève, avec justement les phases de remédiation. Voilà, vous voyez une feuille de route en 3 temps, comme une bonne pièce de théâtre. Alors, quel scénario va-t-on développer en 1 heure? Alors, bien évidemment, je ne peux pas couvrir l'ensemble des disciplines, je ne peux pas travailler sur l'ensemble des champs intellectuels. Je me focaliserai tout simplement sur mon propre champ d'origine, puisque je suis enseignant d'histoire-géographie, donc on va dire que ma focale sera là-dessus, mais j'aurai vocation à élargir tout ce qu'on pourrait appeler les humanités. Et donc, je vais vous montrer, je vais concevoir avec vous une étude de cas et je vais concevoir avec vous l'évaluation idoine. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe du côté de l'élève quand il reçoit le travail et comment l'enseignant va pouvoir travailler le document réalisé par l'élève. Et puis, on se réservera du temps naturellement pour les questions. Voilà un petit peu notre scénario du jour. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer dès à présent par une phase de démo. Je vais quitter ce support et puis je vais ouvrir le bal avec Classroom. Je vais donc arrêter la diffusion de mon support et puis passer sur mon espace dédié. Hop. Et c'est parti, je vous montre à présent Google Classroom. Ici. Je vais vous présenter l'intégralité de mon écran. Comme ça, si vous n'avez jamais vu aussi le système du Chromebook, ce sera l'occasion d'apercevoir tout cela. Hop, et c'est parti. Hop, je vais réduire tout d'abord mes fenêtres pour que vous puissiez voir à quoi ressemble
Voilà. Donc ici, vous avez le bureau de l'un des Chromebooks que j'utilise. Hein. J'ai deux machines. Hein. Il y en a une qui me filme actuellement et puis l'autre sur laquelle je vais pouvoir faire mes démonstrations. L'objectif, c'est de pouvoir être assez souple dans les phases de démonstration. Donc voilà l'environnement Chrome OS. Et comme vous pouvez déjà peut-être le constater tout en bas, je vais activer d'ailleurs mes fonctions d'accessibilité qui sont très pratiques. Hop, sur un Chromebook, je vais pouvoir mettre mon curseur en surbrillance. Je vais pouvoir activer aussi, vous voyez, j'ai différents items, hein, les loops, les dictées. Je vais mettre mon curseur ici en surbrillance et regardez, maintenant, vous avez le droit à ce petit cercle rouge qui permet de pointer correctement et de permettre aux stagiaires, aux élèves de voir où vous pointez votre souris. Comme vous pouvez le constater sur le bureau d'un Chromebook, vous avez des applications qu'on va pouvoir épingler. Ça ressemble un petit peu à la barre des tâches que nous avons dans Windows. Eh bien, ce qu'on appelle ici l'étagère, elle est garnie de différents types d'applications et il est fort probable que vous reconnaissiez certaines icônes puisque vous y trouvez des applications Android. Le Chromebook fait fonctionner les applications web, c'est le cas de Chrome, fera fonctionner des applications Android, c'est par exemple ici le cas de Gmail, pourra faire fonctionner aussi ce qu'on appelle des PWA, des Progressive Web Apps, comme ici Stadia. Et si vous êtes vraiment un utilisateur avancé, vous pouvez même aller dans les réglages et activer les applications Linux. Voilà un petit peu pour un premier aperçu de l'environnement du Chromebook. Je vais ici aller sur mon cours Classroom et nous allons créer notre scénario pédagogique. L'environnement Classroom est un environnement web. On peut donc y accéder à partir d'un Chromebook, on peut y accéder à partir d'un PC, on peut y accéder à partir d'un Mac. Il y a aussi des applications pour Android et pour iOS. Et bien évidemment, vous pouvez y accéder aussi avec un environnement Linux. Puisque c'est un environnement web, c'est totalement universel. Pour s'y rendre, vous le voyez, il suffit de tapoter dans sa barre d'adresse classroom.google.com. Vous le retrouvez aussi dans le lanceur d'applications qu'on a ici. Vous voyez que Classroom est très bien positionné. Classroom s'oriente pour la partie prof de 4 onglets. Nous avons ce qu'on appelle le flux, c'est ni plus ni moins le flux d'informations comme le flux de l'AFP. Vous allez voir ici les différentes entrées que l'enseignant mais aussi les élèves auront publiées. Ce flux peut être naturellement modéré par l'enseignant. Nous avons ensuite travaux et devoirs. C'est ni plus ni moins que la colonne vertébrale de Classroom, puisque c'est ici que nous allons publier tout notre contenu pédagogique. Ce contenu sera organisé en chapitres, ce qu'on appelle des thèmes dans le vocable de Classroom. Donc tout ce que vous avez ici sur la colonne de gauche, ce sont des chapitres. Et vous voyez, je peux cliquer d'un chapitre à un autre, comme je le ferais dans un livre ou sur un site web. Si je reviens sur tous les thèmes, je reviens à la racine. Nous avons aussi dans cette partie flux différents items tout en haut, à droite. Vous avez un salon Google Meet, puisque chaque cours dispose de son propre salon de visio sécurisé. Pour cette session du jour, je n'ai pas lancé une session Google Meet à partir de ce cours, puisqu'il aurait été exclusivement réservé aux élèves. Là, l'objectif est au contraire d'avoir un salon le plus ouvert possible pour que vous puissiez vous inscrire, même si vous n'êtes pas de mon établissement. Nous avons un lien ensuite vers l'agenda, où on pourra constater la publication, par exemple, des évaluations. Et nous avons un dossier Google Drive qui est créé automatiquement à la création du cours. Ceci est valable pour le prof, mais c'est valable aussi pour les élèves. On aura l'occasion d'en reparler quand je vais créer l'évaluation. Nous avons ensuite un onglet participants, c'est là où vous allez trouver à la fois des collègues avec qui vous co-enseignez. Donc ça, c'est tout à fait utile pour l'enseignement professionnel. On en reparlera le mois prochain. Et c'est là aussi que vous allez trouver tous vos élèves. Alors vous voyez qu'ici, on est dans une classe un peu particulière puisqu'il y a 938 élèves. Dans la vraie vie, heureusement, ça n'existe pas. Et puis enfin, nous avons la partie notes où vous allez pouvoir consigner tous les résultats d'évaluation. Alors, je repasse sur la partie travaux et devoirs parce que la partie notes ici va être très très longue à charger avec 938 élèves. Vous pouvez imaginer ce que ça donne. Donc, je vais partir sur la partie travaux et devoirs et nous allons donc faire plusieurs choses. Tout d'abord, on va créer le chapitre et puis ensuite, nous allons créer le contenu. Pour ce faire, je vais cliquer sur ce bouton « Créer » qui va me permettre justement d'ajouter dans mon cours différents types d'informations. Je
clique dessus. Dans Google Classroom, vous pouvez publier des ressources, ce qu'on appelle de la documentation. Cette documentation peut être de n'importe quelle nature et de n'importe quelle taille. Vous pouvez donc mettre des fichiers Office, vous pouvez mettre des fichiers PDF, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre du son, vous pouvez mettre des fichiers de programmation, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, il n'y a aucune contrainte. Vous pouvez aussi créer des évaluations, ce que je vais faire là d'ici quelques instants. Hop, je vais rafraîchir ma page. On va donc pouvoir créer des évaluations de différentes natures, soit des évaluations sous forme de quiz, soit des évaluations sous forme de sondage. Donc là, ça va être une question très rapide. Et nous pourrons aussi créer des évaluations différentes avec soit du Google Doc, soit du PDF, etc. C'est ce que je vais aussi faire maintenant. Hop, je vais vérifier que ma connexion n'est pas sautée. J'ai l'impression que c'est le cas, ouais. Voilà. Hop, je vais relancer ma bonne page. Si je n'ai pas un plantage par démo, ça ne va pas. Hop, c'est reparti. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, ça me permet de vous montrer l'espace d'accueil. Ça, ce sont les différents cours dont vous êtes l'enseignant ou que vous avez été invité. Les élèves, d'ailleurs, voient une page sensiblement similaire, puisqu'ils verront les cours dans lesquels ils sont inscrits. Je ne vous le montre pas ici, puisque nous n'avons qu'une heure, hein, donc c'est trop court pour cela, mais le bouton plus ici vous permet de créer un cours ou de rejoindre un cours, hein, ce que feraient des élèves ou ce que feraient aussi des enseignants que vous avez invités pour rejoindre votre cours. Je vais donc rejoindre mon cours déjà créé. Vous retrouvez d'ailleurs hein, sur la page d'accueil le lien Google Meet que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ici, vous avez le code du cours. Ce code du cours hein, permettra l'invitation des élèves. En général, on le fait lors de la première heure de cours. Hein, on l'affiche au vidéoprojecteur ou sur un écran de télévision, etc. Et on invite les élèves tout simplement à saisir ce code pour pouvoir rejoindre votre cours. Hop, je retourne dans Travaux et devoirs. Je clique sur le bouton Créer. Et cette fois, nous allons donc créer notre chapitre. Alors, ce chapitre, je vais l'intituler Webinaire Google for Education par GoWithYou. Voilà mon chapitre qui est à présent ajouté. Vous le voyez ici. Pour le moment, il n'y a pas de contenu et donc les élèves ne voient pas le chapitre. Ce qui veut donc dire que vous pouvez créer votre programmation annuelle. Tant que vous ne mettez pas de contenu dans votre chapitre, les élèves ne verront pas ce qui se passe. Résultat, on évite de divulgacher les chapitres qui viennent. Maintenant, nous allons appuyer sur Créer et nous allons ajouter une documentation. Voilà l'interface de base quand nous ajoutons des ressources. Ici, je vais donc reporter que nous sommes sur le premier thème et que ce premier thème s'intitule donc Récit fondateur, croyance et citoyenneté dans la Méditerranée antique. J'ai choisi évidemment un titre très très court à tapoter. Voilà. La description est facultative. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est plus que nécessaire, puisque c'est ce qui va permettre aux élèves de contextualiser le contenu. Donc ici, je vais indiquer dans ce thème, nous allons travailler sur la fondation de Massalia, en l'occurrence, hein, c'est la ville de Marseille, puis sur le personnage historique et ô combien célèbre, Périclès. Je vais classer immédiatement mon entrée. Vous avez ici tous les chapitres de votre cours qui apparaissent dans cette liste. Et donc, ici, je vais aller chercher tout à la fin. Nous avons Webinaire, c'est le chapitre que je viens juste de créer. Maintenant, je vais ajouter des ressources. En cliquant sur Ajouter, on voit les différents types d'espaces que je peux mobiliser. Je peux aller chercher des fichiers qui sont enregistrés dans mon Google Drive. Je peux chercher des liens web, ça peut être n'importe quel type de page web. Nous pouvons insérer des fichiers en provenance de notre ordinateur et nous pouvons intégrer des vidéos YouTube. Un petit point sur les vidéos YouTube, l'un des
c'est certainement d'ailleurs l'intérêt principal de cette injection, c'est que je vais pouvoir éviter tout simplement les publicités, les éléments parasitaires de la vue de YouTube, puisqu'en fait, la vidéo sera encapsulée au sein de votre cours. Donc ça, c'est un excellent moyen d'utiliser YouTube sans en avoir les inconvénients. Donc ici, je vais chercher des fichiers qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Donc ici, j'ai mon interface pour pouvoir aller chercher mes fichiers. Je vais naviguer dans mon ordinateur. Ça pourrait donc être dans mon dossier de téléchargement, ça pourrait être sur une carte SD. Donc comme ça, vous voyez l'explorateur de fichiers sur un Chromebook. Et vous voyez que mon drive sur un Chromebook est considéré ni plus ni moins que comme un disque dur. Je vais aller chercher dans mon dossier webinaire. Vous voyez que j'ai mes petits fichiers qui sont prêts. En général, c'est ce que je recommande aux collègues. Quand vous créez votre cours Classroom, créez un dossier afférent dans lequel vous allez copier toutes vos ressources. Ce sera bien plus pratique ensuite pour les mettre en ligne. Ici, nous avons tout d'abord ce document PDF que je souhaite ajouter. Voilà mon document PDF qui est importé. Et je vais ajouter aussi un fichier audio. C'est parti, même technique, je vais chercher mon fichier audio. Comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons importer n'importe quel type de fichier dans Classroom. Il n'y a pas de contrainte. Et voilà, vous voyez, j'ai donc un fichier PDF, un fichier audio qui sont publiés. Il ne me reste plus maintenant qu'à publier. Voilà ma documentation mise à disposition dès à présent de mes élèves. Continuons. Ajoutons « Créer ». Et cette fois, je vais passer sur une phase d'évaluation. L'interface, vous le voyez, a un tout petit peu changé. On y retrouve des fondamentaux, on y retrouve le titre, la partie instruction, on y retrouve nos deux boutons « Ajouter » et « Créer ». Mais par contre, vous le voyez, la colonne de droite, elle, a un petit peu changé. Ici, nous allons donc mettre « Étude de cas », la fondation de Massalia. J'ai annoncé tout à l'heure, dans ma première entrée, qu'il y aurait une étude de cas sur Massalia et un travail à faire sur Périclès. Nous commençons par le premier, en toute logique. Je vais donc mettre ici. Vous allez pouvoir utiliser votre manuel numérique pour chercher des informations sur la cité de Massalia. Ce qui suppose que je mette en lien justement la page dédiée. C'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir un onglet, je vais me rendre sur le site du manuel de mes élèves, je vais me connecter en tant qu'enseignant. Hop, c'est parti. Me voilà connecté. Je vais aller chercher dans manuel numérique, Histoire-Géographie, de 6e. Hop, on ouvre le manuel numérique. Et je vais me rendre dans le chapitre qui m'intéresse. Hop, je vais donc descendre ici sur le monde des cités grecques. Voilà, c'est exactement ce qui m'intéresse. Et j'aimerais commencer justement par une localisation à la fois dans l'espace et le temps. Ce que je vais donc faire ici, c'est cliquer sur le bouton de partage. Hop, je vais me connecter. Toc. Voilà, me voilà connecté. Je vais donc pouvoir récupérer mon lien de partage. Oups, bon, je vais le faire à la main si ça bloque ici, juste avec mon numéro de page. Et je vais ajouter ici le lien du manuel. Vous voyez qu'en fait, on a le numéro de page et directement la référence. Hop, et voilà le lien. Vous voyez que Classroom analyse mon lien et je vais avoir un petit aperçu d'ici quelques instants. Maintenant, je vais ajouter le support de travail sur lequel les élèves vont travailler. Ajouter, fichier. Et je vais chercher le support sur lequel les élèves vont travailler. Alors ici, je vais choisir dans un premier temps un PDF pour vous montrer qu'avec un Chromebook, le PDF est un document très pratique pour le travail. Hop, voilà. Et vous noterez ici qu'à la différence tout à l'heure de la ressource, quand je crée un devoir, j'ai ici un menu déroulant. J'ai trois options disponibles. Soit je laisse le document en consultation seul. Donc les élèves vont pouvoir ouvrir le PDF et ne pourront rien faire.
soit je leur propose de travailler de manière collaborative sur le document. Et donc, nous tous, nous pourrons écrire, travailler dessus. Mais ce que je vais choisir, c'est plutôt ce super pouvoir magique, c'est de créer une copie par élève. Et au moment où je choisis cela et quand je publie, chaque élève inscrit aura automatiquement dans son Drive une copie du PDF et en plus, cette copie sera nommée à son nom. Je choisis donc faire une copie par élève. Ce devoir sera noté sur 20 points. Je vais définir une date de retour. Je vais laisser une semaine aux élèves pour me rendre ce devoir. Puisque je sais que mes petits sixièmes ne mourront pas avant 9 heures, ils ont une heure de permanence juste avant, eh bien je vais leur donner un petit peu de temps supplémentaire. Je vais leur dire, vous aurez jusqu'à 8h50 pour me rendre ce devoir. Je vais choisir le thème. Comme tout à l'heure, je vais les classer dans ma rubrique webinaire. Enfin, nous avons ici deux éléments extrêmement utiles. Nous avons la grille d'évaluation et le système d'analyse pour le plagiat. Alors, pour le PDF, ça sera moyennement intéressant. Je vais nous laisser tout à l'heure pour notre étude de cas sur Périclès, puisque là, concrètement, on pourrait avoir beaucoup d'élèves qui peuvent aller piocher des ressources à droite et à gauche en faisant du copier-coller massif. Par contre, la grille d'éval, elle m'intéresse énormément. Cette grille d'évaluation, je peux la créer sur le pouce, dès maintenant, ou je peux récupérer une grille d'évaluation que j'aurais utilisée précédemment. Ce que je vous recommande, c'est par exemple d'avoir des grilles d'évaluation qui ne sont pas terminées, mais avec des items que vous réutilisez régulièrement. Par exemple, le soin et l'orthographe, voilà un item qu'on utilise très régulièrement. Si vous êtes dans un chapitre où vous allez travailler les mêmes compétences, vous pouvez réutiliser ainsi cette grille. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais créer ici une grille d'évaluation. Voilà l'interface. Puisque j'ai choisi une évaluation qui serait notée sur 20, vous le voyez, j'ai ici l'encoche. Nous utilisons un système de notation. Maintenant, je vais pouvoir remplir mes différents critères. Premier critère, j'en parlais il y a quelques instants, ça sera le soin et l'orthographe. Alors bien évidemment, le soin sur une copie numérique, ça pourrait paraître un peu artificiel. Néanmoins, on va le voir, hein, l'écriture au stylet a son importance. Mais plus globalement, on pourrait tenir ici, est-ce que les élèves utilisent bien une feuille de style? Ça sera très utile dans Google Doc tout à l'heure, pour être certain que le document soit bien structuré. Donc ici, je vais juste mettre respect de la feuille de style et des règles orthographiques. On peut préciser qu'ici, le son et l'orthographe compteront pour 2 points. Ce qui va me permettre ici de le décliner. Ici, 2 points. Le niveau, ça sera le Jedi. Une maîtrise parfaite. De la feuille de style. Et de l'orthographe. On peut mettre bravo directement. Et je peux ajouter un gradient, et donc cette fois 1 point. On sera donc sur le niveau Padawan, avec comme élément, eh bien, il y a l'un ou l'autre qui n'est pas respecté. Donc là, ici, l'un des éléments n'est pas respecté. On peut ajouter maintenant d'autres critères, et là, vous pouvez aller vraiment dans le détail. Par exemple, si les réponses sont bonnes, s'il y a bien une utilisation du manuel, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver juste aux 20 points que nous sommes donnés tout à l'heure. Je vais valider juste ici, même si ce n'est pas incomplet du tout. D'ailleurs, je vais supprimer cette zone vide. Voilà, je vais juste l'enregistrer pour avoir en démonstration notre grille. Et vous voyez que cette grille, elle indique dès à présent qu'il y a un critère pris en compte pour 2 points à distribuer. Les élèves auront bien évidemment accès à cette grille d'évaluation. Ils savent sur quoi ils sont évalués. Je laisse pour le moment la fonctionnalité de plagiat. J'y reviendrai avec notre recherche sur Périclès. Je vais donc maintenant publier le devoir. C'est parti, donc l'évaluation va apparaître à présent sur la page d'accueil ici. Puisqu'on a donc ici, vous voyez, le webinaire d'aujourd'hui. Et si je fais tout afficher, nous aurons donc l'étude de cas de la Fondation de Massalia. Et vous voyez que 938 élèves ont reçu, au moment où je vous parle, une copie du fichier PDF à compléter.
Voyons maintenant ce que ça donne de travailler avec un PDF sur un Chromebook. Je vais donc ouvrir mon application fichier et je vais ouvrir mon PDF. Mon PDF s'ouvre, vous le voyez, dans Chrome. Je vais prendre mon Chromebook ici, et ce que je vais faire, vous voyez que, hop, il est juste là, et ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en mode tablette, ça sera beaucoup plus pratique pour écrire, et vous voyez que mon interface vient légèrement de changer, et je peux effectivement faire réapparaître notre étagère d'applications tout à l'heure, de manière tactile, et il ne vous aura peut-être pas échappé qu'il est apparu une petite icône en haut à droite. C'est l'icône de stylet qui va me permettre directement de travailler sur mon PDF. Je vais tapoter sur mon icône de crayon. On a une barre de chargement puisque mon PDF va être chargé avec une sorte de calque par-dessus pour me permettre d'écrire. Je vais pouvoir zoomer sur mon PDF, ce que je vais faire ici. Et j'ai donc des outils de crayon qui sont à ma disposition. Vous voyez que je peux changer la couleur, je peux changer ici la taille de mon trait. Je vais me retrouver aussi avec un marqueur disponible et une gomme. Et puis, bien évidemment, mes boutons de retour arrière, si jamais j'ai commis une erreur ou si je veux restaurer les éléments. Ici, on le voit, je vais avoir besoin, par exemple, de 2 fenêtres en simultané. J'aurai besoin à la fois de mon manuel et à la fois besoin de mon PDF. Ça, ce n'est pas un problème du tout, puisque je vais pouvoir, en fait, ni plus ni moins, basculer d'une fenêtre à une autre. Ici, on voit que je viens de faire apparaître à la fois le Google Meet dans lequel nous sommes, ma présentation support qui apparaît en premier onglet, et je peux ajouter un nouvel onglet ici, hop, avec le bouton plus, et ici, je veux rentrer mon adresse ou ma recherche. C'est le moment de vous parler d'un truc excellent sur le Chromebook. Je peux écrire au clavier. C'est ce que je faisais tout à l'heure, puisque j'étais en mode ordinateur. Je suis passé en mode tablette, donc j'ai automatiquement mon clavier virtuel qui est apparu. Mais ce clavier virtuel, il est extrêmement riche. Tout d'abord, il est polyglotte. Je peux basculer d'un clavier à un autre. Vous remarquerez d'ailleurs que le clavier anglais bénéficie de quelques subtilités que n'a pas encore le clavier en langue française. Et je peux aussi passer en mode crayon. Et ici, je vais pouvoir écrire directement au stylet. Par exemple, ici, je vais tapoter Massalia. Et vous voyez que nous sommes en face d'un système qui va reconnaître l'écriture en fonction de la langue. Alors bien évidemment, Massalia en anglais, ça ne signifie pas grand-chose. Donc, il me fait une suggestion Massalia avec un seul S. Je peux barrer pour effacer ma requête. Par exemple, je vais faire cette fois une recherche sur Greek en anglais. Là, par contre, c'est beaucoup plus efficace que vous voyez juste en dessous. Il a bien reconnu le mot que j'étais en train d'écrire. Je peux faire des phrases au passage. Je vais ici effacer. Je vais mettre ici How old is Socrates? Voilà. Je peux toujours effacer, vous voyez, comme ceci. Et donc ça, c'est un mode de saisie extrêmement pratique, puisque c'est complètement intégré au système, je n'ai rien eu besoin d'installer. Et puis, si jamais je suis fâché avec l'écrit, avec mes mains, si je souffre d'incapacité physique à pouvoir tapoter au clavier ou à manœuvrer un stylet, eh bien, je peux utiliser le petit micro que vous avez à droite. Et ici, je vais basculer juste en français. Je tape sur le micro. Vous voyez que j'ai une saisie vocale qui est activée. Quel âge a Périclès? Alors forcément, il a saisi désactivé auparavant, donc c'est pas très intéressant. Hop, je vais effacer. Hop. Périclès. Et voilà, je lance ma recherche directement avec ma voix sur le Chromebook. Donc je vous disais tout à l'heure, je vais pouvoir ici saisir par exemple mon URL. Là, cette fois, je le fais au clavier virtuel. Hop. Et je retrouve donc la page de tout à l'heure. Et si je veux pouvoir manipuler les deux fenêtres en même temps, là encore, ce n'est pas un problème, puisque le Chromebook me permet de passer en vue partagée, ce que je vous montre dès à présent. Je vais par exemple activer cette fenêtre juste ici, et je vais prendre ici mon PDF qui est là, je vais le sortir, le mettre à côté, et ici, je vais le bloquer.
l'un à côté de l'autre, de telle manière que je peux pas, vous voyez, là je suis passé en mode ordinateur, je peux repasser en mode tablette, et je me retrouve avec un écran partagé avec ce petit liseré au milieu qui me permet de naviguer sur mes pages, d'en réduire la portée, etc. Revenons donc sur l'édition. Ici, je vais pouvoir saisir de quelle cité proviennent les Grecs qui fondent Massalia. Ici, on va noter de la cité de Phocée. Voilà. Comment appelle-t-on la cité d'origine? On parle de métropole. Et donc, quel est le statut de Massalia? Il s'agit d'une colonie. Vous voyez comment je vais pouvoir utiliser mon Chromebook en mode tablette avec mon stylet. Je n'ai rien eu besoin d'installer. Chrome détecte le PDF et me permet d'annoter directement. Maintenant, il me faut sauvegarder mon travail. Je vais faire passer en vue plein écran. Et je vais tapoter sur la petite flèche. Je vais d'abord dire « J'ai terminé de dessiner ». Et je vais tapoter sur la petite flèche. Et vous voyez que je peux enregistrer le fichier de deux manières. Je peux l'enregistrer avec mes modifications ou sans les modifications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un calque. En fait, ce que nous avons ajouté comme information, c'est venu s'ajouter par-dessus mon PDF. Et donc, je peux toujours retrouver mon fichier natif sur lequel je n'ai pas ajouté de modifications. Bien évidemment, ici, je veux télécharger le document avec mes modifications. Hop. Il me demande où je veux l'enregistrer. Je peux l'enregistrer dans mon Drive. Je vais l'enregistrer ici en local dans mes téléchargements. Et j'enregistre. Et voilà, mon document est téléchargé localement sur mon Chromebook. Je repasse en mode ordi. Hop. Et je vais revenir dans Classroom. Je vais fermer cet onglet. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais revenir ici. Je vais agrandir ma page. Cloc. Et on va voir un petit peu comment ça se passe du côté de l'élève pour la remise de travail, tout simplement. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais fermer cette fenêtre de navigation privée, et puis je vais me connecter en navigation privée en tant qu'élève pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hop, navigation privée. Et vous allez voir comment on se connecte à Google Classroom. On va donc sur la page d'accueil. Ici, je suis en navigation privée, hein, j'ai donc cet avertissement. Je vais cliquer sur « Connexion ». Et ici, vous pouvez utiliser non pas une adresse Gmail, mais vous allez mettre l'adresse de votre établissement. Ça peut donc être... alors, on a plusieurs exemples hein, parmi les collègues ici même. Hein, si je veux être hyper concret, on va prendre, par exemple, ça pourrait être sainte-marie-chéran.be, par exemple. Hein. Ça pourrait être collège-nguyen.fr, etc. En fait, ce ne sera pas un identifiant en Gmail, hein, ça, pour bien indiquer que nous sommes dans un environnement éducation. Donc ici, je vais prendre un compte de démo. Hop. On saisit son mot de passe et nous voilà connectés en tant qu'élève. Dans mon lanceur d'application, je vais retrouver Classroom. Alors, ce compte de démo est inscrit à plusieurs cours. Je vais me rendre dans l'atelier d'ailleurs, c'est le cours qui m'intéresse. Et dans la partie travaux et devoirs, nous aurons notre webinaire vu tout à l'heure. Voilà les publications. Vous retrouvez exactement ce que j'ai posté en tant qu'enseignant tout à l'heure. Et vous voyez que le devoir est attribué avec une grille d'évaluation. Si je clique dessus, nous avons la grille que nous avons faite tout à l'heure. Alors, bien évidemment, cette grille n'est pas complète, hein, puisque je n'ai considéré ici que 2 points. Hein. Normalement, il faudrait une grille qui aille jusqu'aux 20 points initialement prévus. Je vais me rendre donc dans ce devoir. Ici, c'est le document que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et vous voyez que ce document, il porte bien le nom de l'élève. Bon, ici, c'est un compte de démo, donc ce n'est pas très parlant, mais normalement, on devrait y trouver Kevin, Jessica, Micheline, ce que vous souhaitez, mais en fait, on aura le nom de l'élève qui apparaîtra avant même le nom du fichier. Et vous voyez qu'ici, je peux ajouter ou créer un document et je peux rendre mon devoir. C'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer sur « Rendre le devoir » et
il me propose, bien évidemment, de renvoyer le document que j'ai créé tout à l'heure. Je vais faire ici. Voilà, ça c'est bien le document qu'on a reçu. Et je vais faire rendre le devoir. Tant que la date finale n'est pas passée, l'élève peut faire une annulation de remise. Si entre-temps l'enseignant a ajouté des annotations, ce que je vais vous montrer juste après, l'élève verra justement les annotations que l'enseignant a apportées. Si je clique sur annuler la remise, il me prévient, j'annule donc ma remise, parce que j'aimerais ajouter un document connexe. Je vais donc faire ajouter, je vais aller chercher ici le fichier en provenance de mon ordinateur que nous avons téléchargé tout à l'heure. Je vais naviguer. On retrouve bien le document que nous avons annoté. Je clique sur ouvrir. La pièce jointe est téléchargée. Voilà. On a donc bien le document ici, qui est en cours d'affectation, et je peux donc rendre le devoir. Et vous voyez qu'ici, on a bien le fichier qui a été nommé au nom de l'élève et le fichier que je viens d'uploader à l'instant. Voilà. Ici, l'élève peut mettre deux types de commentaires. Il peut mettre un commentaire pour la classe entière. C'est le commentaire qui sera ici. On peut d'ailleurs citer d'autres élèves. Et je peux mettre des commentaires privés qui ne seront vus que par l'enseignant. Je vais donc mettre ici un petit commentaire. Voici mon document. Je l'ai d'abord téléchargé sur mon ordinateur avant de le rendre. Hop, et je poste le commentaire. Repassons du côté enseignant pour voir un peu ce qui s'est passé et voir la remise. Hop, je passe ici. Allons faire un petit tour sur Classroom. Hop, il faut que je mette sur le compte de l'enseignant, ça sera beaucoup plus pratique. Toc. Et voilà, on va se rendre du côté, cette fois, de la fenêtre enseignante. Même chose, j'arrive sur la page d'identification. Et donc, l'enseignant va pouvoir mettre son identifiant, son mot de passe. Ici, mon mot de passe est déjà enregistré, donc pas de problème. Et c'est parti. Me voilà donc reconnecté en tant qu'enseignant sur mon cours. Et voyons un petit peu le travail qui m'a été rendu. Je vais donc travaux et devoirs, dans la partie webinaire. Hop. Normalement, d'ici quelques instants, devrait apparaître ici la remise. Ah, voilà. J'ai rafraîchi un peu trop vite. On le voit en fait, hein, il scanne l'ensemble des travaux qui ont été remis éventuellement par mes élèves. Et là, sur les 936, il y en a un, en l'occurrence moi-même, qui a rendu la copie. Vous voyez? Je vais donc cliquer ici pour voir un petit peu qui m'a rendu ce travail. Voilà, nous avons donc bien un travail de remis. C'est donc bien Usager, on voit c'est en vert, qui m'a remis son travail. Je pourrais lui attribuer dès à présent la note. Vous voyez que j'ai ici la note sur 20 qui est en vert, hein, qui est en attente d'être complétée. Et on voit apparaître déjà dès à présent ici le petit commentaire privé que l'élève m'a envoyé. Voilà la page de l'élève avec son petit commentaire privé. Moi, je vais indiquer ici « Bien reçu ». Je corrige cela au plus vite. Je lui envoie mon commentaire privé. Lui seul verra ce commentaire. Et on va donc ouvrir son PDF qui a été annoté et complété.
Comme ça, vous pouvez découvrir l'interface de correction au sein de Google Classroom. Alors, on va ouvrir le bon document. Hop, ici. Voilà, regardez, nous avons bien les annotations qui ont été effectuées au stylet sur le PDF même. On retrouve ici les commentaires qui ont été ajoutés, les commentaires privés, et je peux en ajouter par-dessus. Hop, je vais ici ajouter, par exemple, un commentaire pour préciser que la carte n'a pas été complétée, malheureusement. Attention, la carte n'a pas été complétée. Hop, et je lui ajoute ce commentaire sur son PDF. Je vais lui ajouter un petit commentaire ici. Avant de valider votre travail, je vous invite à compléter la carte. Hop, je lui envoie ce petit commentaire privé. Et ce que je vais faire, c'est que donc, je vais lui rendre sa copie pour qu'il puisse continuer à travailler, puisque tant que la date terminale n'est pas arrivée, l'élève peut continuer à revenir sur sa copie et à corriger. Si par contre, je mets une note sur la copie, là, je mets fin au processus. Donc ici, je vais lui rendre, et justement, Classroom va me prévenir, hein, l'élève recevra une notification et pourra consulter les notes que vous avez attribuées. Et pour le moment, vous le voyez, je n'ai pas mis de note. Je vais donc lui rendre son travail pour qu'il puisse revenir sur la carte. Revenons maintenant sur notre cours et nous allons ajouter donc une autre forme d'évaluation tout à fait intéressante, non pas à partir d'un document statique de type PDF, même si hein, je vous l'ai montré avec l'écriture au stylet, notre PDF n'est pas si statique que ça, hein, mais on va ajouter cette fois bien plus de dynamisme avec un Google Doc. Je vais donc aller dans Travaux et devoirs. Je me rends dans Webinaire. Et ici, on va donc créer un nouveau contenu. Créer une nouvelle évaluation. Et cette fois, on va donc ajouter, écrire une interview virtuelle de Périclès. Ici, l'exercice sera tout simplement d'amener l'élève à faire des recherches sur le stratège Périclès, donc à travailler vraiment la lecture des sources primaires et secondaires, à prendre des notes, et surtout à formaliser ces notes sous une forme d'interview. En fait, on va recomposer une interview d'un personnage mort depuis plusieurs millénaires. On va donc mettre comme consigne, afin de mieux connaître le stratège Périclès, je vous invite à mener des recherches sur le personnage. Ensuite, il faudra formaliser vos notes. Enfin, les mettre en forme dans un Google Doc, ci-dessous. Et il faudra inventer une interview de ce personnage. Pour aider les élèves, eh bien, je vais leur mettre un document, un Google Doc que j'ai déjà créé à l'avance. Ce que je vais donc faire, c'est ajouter Google Drive, puisque mon document est déjà existant. Et donc, dans mes documents récents, eh bien, vous allez trouver directement mon fichier. On y retrouve d'ailleurs les PDF que j'ai reçus, etc. Et nous avons ici l'interview de Périclès que j'ai déjà tapoté dans Google Doc. Je choisis Insérer. Je vais choisir de faire une copie par élève. Ainsi, chaque élève aura son document support pour pouvoir à la fois formaliser ses notes, mais aussi réaliser l'interview. Même chose, le travail sera sur 20 points. On va même chose mettre la semaine prochaine. Je ne vais pas préciser d'heure cette fois-ci. On va choisir le thème
Oups, webinaire. Alors ici, pour gagner du temps, je ne vais pas recréer de grille d'évaluation. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le plagiat. Ici, c'est particulièrement utile. Les élèves vont devoir travailler sur une biographie du personnage. Et donc, ça pourrait être très tentant de faire un copier-coller intégral de Wikipédia dans le Google Doc. En activant l'absence de plagiat, eh bien, en fait, le document sera analysé et j'aurai donc un avertissement s'il y a des sections entières du document qui sont copiées, voire même plusieurs phrases. Et surtout, c'est que le système est assez puissant pour m'indiquer d'où vient le plagiat, en me trouvant soit les sites qui ont été copiés, soit les livres qui ont été aussi recopiés. Je vais donc publier mon devoir à présent. Alors, où est-ce que j'ai laissé traîner mon stylet? Il est là. Hop, je vais en avoir besoin pour prendre des notes. Repassons en mode tablette, mettons-nous à la place de l'élève pour justement eh bien, remplir le document. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais me remettre sur un compte élève. Hop. Voilà, je repasse sur le même compte de démo que tout à l'heure. Oups. Ce qui arrive quand on tapote trop vite. Me voilà connecté de nouveau sur le compte élève. Je me mange sur mon cours. Et je vais donc voir le devoir qui vient de m'être attribué. Voilà, on a bien ici « Écrire une interview virtuelle, devoir attribué ». Si je clique dessus, voilà mon devoir. Tant que ça charge complètement ma page. Et voilà, regardez, j'ai ici mon Google Doc que je vais ouvrir. On le voit, le fichier a été renommé avec le nom de l'élève, puis derrière, le nom du document que j'avais initialement créé. Et vous le voyez, en fait, on a là un canevas. Le but du jeu, c'est d'inviter l'élève à structurer sa pensée avec 3 pages, 3 segments bien différents. Venons-en maintenant sur la prise de notes. Ce que je vais faire, c'est donc repasser en mode tablette. Hop. Comme ça, vous allez voir l'interface voilà, qui change légèrement. Et ce que je vais donc faire, eh bien, c'est que je vais mobiliser à la fois d'un côté une fenêtre de navigateur pour faire ma recherche, et de l'autre, je vais prendre des notes à la main. On sait que d'un point de vue cognitif, c'est extrêmement efficient de fonctionner ainsi. C'est pour cela que je vous propose de marier à la fois une approche type papier-crayon et une approche numérique. Je vais donc ici utiliser une application Android qui est exceptionnelle, hein, qui est un pur chef-d'œuvre sur Chromebook, pour pouvoir justement travailler la prise de notes. Cette application s'appelle Nibo. Elle est d'ailleurs développée par une équipe française. Hein. La société s'appelle MyScript. Alors, même si le nom n'est absolument pas français, c'est bien une boîte française. Et c'est vraiment une application exceptionnelle, notamment pour la reconnaissance d'écriture. Je vais donc créer ici un carnet de notes. Hop, un nouveau cahier, que je vais donc appeler ici recherche. Voilà, je vais choisir une couleur, par exemple l'orange. Je crée donc mon cahier. À l'intérieur de ce cahier, j'ai une page qui a été créée par défaut, que je vais donc ouvrir. Je passe le tutoriel, hein, parce que, hop, moi je l'ai déjà utilisé. Voilà. Voilà mon interface. Alors, je vais juste vous montrer brièvement, avant de lancer une petite recherche sur Périclès, comment fonctionne Nibo, et c'est pourquoi je vous la montre aujourd'hui, parce qu'elle est tout simplement géniale. Elle permet de montrer que le Chromebook que j'ai ici dans la main, eh bien, il peut complètement se substituer à la fois à mes cahiers, à mes classeurs et à mes manuels. Allons-y. Donc ici, je vais noter recherche sur Périclès. Et remarquez ce qui est en train de se passer juste au-dessus de mon écriture. Je ne vais pas forcément faire d'effort dans la prise de notes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais souligner en rouge. Hop, voilà comment mon texte a été transformé. Et il a détecté d'ailleurs une feuille de style potentielle, avec H2 en fait. C'est le niveau dans la structuration de mon document. Si avec mon doigt, je double tape, regardez ce qui se passe. Hop, il transforme automatiquement mon écriture. Je repasse en écriture noire. Alors, moi, je vais juste noter ici
Source, je vais commencer par une petite recherche sur Wikipédia. Voilà. Je vais entourer source, hop, et voilà, il me fait automatiquement mon petit rectangle autour. Maintenant, je vais reprendre ma page de navigateur. Hop, je passe en mode aperçu. J'ai donc ma page de navigateur ici. Ce que je vais faire, c'est le mettre sur le côté. Voilà. Et j'ouvre Nibo ici. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher une petite page sur Periclès. Voilà, c'est ma page Wikipédia qui apparaît en premier. Alors le problème ici, c'est que Wikipédia est très chargé graphiquement. C'est pas très pratique à l'utilisation, surtout quand on est en mode 2 applications simultanées. Par contre, j'ai une petite icône dans ma barre d'adresse, dans Chrome, qui va me permettre de transformer ma page. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus pratique à la lecture. Maintenant, je peux prendre des notes à partir de là. Donc ici, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est de voir à quel siècle a vécu notre Périclès. On voit qu'il a vécu au 5e siècle avant notre ère. C'est ce que je vais noter ici. Donc, Périclès vit au 5e siècle avant notre ère. Voilà. Et je peux donc double taper et convertir. Et si jamais je me dis, ah mais zut, j'ai écrit 5 avec un chiffre arabe alors qu'il aurait fallu que je l'écrive avec un chiffre latin. Eh bien, je vais double taper sur cette zone et je peux corriger mon texte. Oups. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir faire mes modifications, etc. Par ailleurs, ça peut être aussi très judicieux de faire des schémas. Pas de souci. Je vais cliquer sur plus et je vais choisir, par exemple, de faire un diagramme. Je vais donc avoir une zone qui va apparaître dans Nibo, qui va me permettre hop, de structurer ma pensée. Par exemple, si dans ma notice, je vois un peu comment est structuré le système politique athénien, eh bien, je vais pouvoir faire par exemple un schéma. Ici, on a donc l'Assemblée. Hop, vous voyez. Ici, on aura la boulée. Oups, ça ici, il n'a pas... Il faudrait que je corrige. Hop, bon, je le ferai plus tard. On peut faire des flèches. On va faire des ronds. Voilà. Cet élément-là, je peux le supprimer, etc. Nibo, d'ailleurs, est aussi extrêmement efficace pour bien d'autres aspects, notamment ici, la partie de mathématiques. Alors, bien évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec Periclès, donc je n'irai pas beaucoup plus loin, mais sachez que Nibo reconnaît parfaitement tous les symboles géométriques et mathématiques. Je peux insérer des images. Je vais chercher ici le document qui se trouve dans mon Drive. Hop, on a donc dans Webinaire Edu. J'ai ici mon illustration que je vais pouvoir insérer. Hop, voilà, que je vais pouvoir redimensionner et déplacer dans ma prise de notes. Voilà. Donc voilà un petit aperçu de Nibo. Au passage, maintenant, si je souhaite déplacer tous ces éléments dans ma prise de notes au sein de mon Google Doc, j'ai deux possibilités qui me sont offertes. Soit je passe par un bon vieux copier-coller. Je vais sélectionner et je peux naturellement copier. Et ensuite, je vais dans Google Doc pour coller. Mais il y a aussi une fonction très intéressante et tout à fait pertinente pour l'enseignant pour partager des notes qui auraient été prises au tableau, par exemple, qu'on veut mettre ensuite dans Classroom, c'est que Nibo va me permettre de publier ma page. Je choisis Publier. Cette page de prise de notes va littéralement être transformée en page web. Je vais pouvoir partager le lien. Je vais le copier. Je vous montre maintenant ce que ça donne en revenant dans Chrome. Hop, ici, je vais ouvrir un nouvel onglet que je colle. Et c'est parti. Voilà comment Nibo a transformé en page web mon document de prise de notes que j'ai fait il y a quelques instants. Donc ça peut être très pratique pour une trace écrite qu'on ferait en classe. Et on souhaite ensuite partager cette trace écrite dans son cours Classroom pour que les élèves puissent y accéder plus tard. Eh bien, vu qu'on a un lien, il suffit tout simplement ensuite de retourner dans son cours Classroom.
ici, là. J'ai mon cours Classroom qui est ici. Et il suffit tout simplement, hein, je vais aller sur la page, je peux aller sur le flux, mais je vais le mettre ici en commentaire, en collant tout simplement le lien. Coller. Hop. Et voilà, en fait, on peut publier ainsi les notes qu'on aurait prises au tableau. Il nous reste 5 minutes. J'en arrive à la conclusion et puis surtout, j'aimerais vous donner aussi la parole pour si vous avez des questions. Alors, je suis tout à vous, je vous donne 5 minutes qui vous sont totalement octroyées, je vous en prie. N'hésitez pas à activer vos micros si vous avez des questions. Bonjour, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. J'ai une petite question, on aura un replay? Oui, la session est enregistrée, tout à fait. Super, super. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, il y aura besoin de se réapproprier. Ah oui, là, en une heure, même si je n'ai pas utilisé beaucoup d'applications, puisqu'en fait, en gros, j'ai utilisé Chrome et j'ai utilisé Nibo. C'est à peu près les seules applications que j'ai utilisées. C'est vrai que j'ai essayé quand même de mettre un peu de contenu derrière tout ça. Alors, je confirme, Karine, l'application n'est pas gratuite, oui. Mais je pense que ça se justifie pleinement, tellement elle est efficace. Et que là, je me dis que c'est une application qui marche très très bien, qui n'a pas du tout d'équivalent sur le marché, et en plus qui est française. Bref, c'est une petite équipe de développement. Ben, voilà. Franchement, je me dis que c'est typiquement le genre d'application qui vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'elle remplace à elle seule à la fois le cahier, le classeur, elle permet une saisie au stylet, une saisie au clavier, et surtout, elle fait des choses que beaucoup de collègues attendent. Par exemple, les formules mathématiques, c'est souvent un très gros challenge quand les collègues passent au numérique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de symboles compliqués et qui ne sont pas forcément évidents à faire au clavier. Et bien là, on les fait au stylet, c'est totalement reconnu, transformé. Rien que pour ce genre de choses. Même chose, Nibo gère très bien la réalisation des cartes mentales, donc c'est une application en moins à installer. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais Nibo fonctionne autant sur Android que sur iOS, ce qui veut donc dire que si vous êtes sur plusieurs types d'appareils, eh bien, vos notes peuvent être totalement synchronisées, puisqu'elles vont se synchroniser avec votre compte Google Éducation. Donc ça, c'est juste royal. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vous fais un warm-up thing, une petite cerise sur le strudel, même si le strudel n'a pas de cerise. Je vous ai montré comment on faisait facilement de la remédiation entre l'enseignant et l'élève. Mais peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le commentaire à l'écrit. Eh bien, on peut faire aussi du commentaire vocal, et ça nous permet, par exemple, d'être un peu moins cinglant que si on veut faire un commentaire à l'écrit où on essaie souvent d'être très économe en mots. Je vous montre ce que ça donne. Donc, je vais passer juste en mode enseignant. Voilà, just motivé. Voilà. Donc, c'est une petite extension. Il suffit de cliquer sur « Ajouter à Chrome ». Voilà, moi, elle est déjà installée. Donc, forcément, j'ai le bouton « Supprimer ». C'est le même principe. Vous voyez, ici, j'ai une fonction de commentaire. Eh bien, j'ai un petit bouton, ici, un petit « M » qui est venu s'ajouter. Si je clique dessus, j'ai la demande d'autorisation pour utiliser mon micro. Je clique « Oui, je valide ». Et je vais donc pouvoir maintenant enregistrer ma voix. Donc, je vais m'enregistrer. Je suis l'enseignant. On utilise toujours le connecteur Google Éducation. Hop. Et voilà, j'ai 1 minute 30 pour pouvoir m'enregistrer. Et je vais donc pouvoir faire mes commentaires de vive voix. En 1 minute 30, il est fort vraisemblable qu'on soit beaucoup moins percutant ou cassant, tel qu'on pourrait l'être avec une annotation juste prise au clavier. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petites extensions qui permettent complètement d'enrichir la remédiation qu'on va pouvoir faire avec Classroom. J'arrête mon enregistrement. Hop. Et voilà, j'ai une petite note qui est ajoutée avec une URL. Et donc l'élève, il suffit qu'il clique sur le lien pour pouvoir écouter mon commentaire audio. Voilà. Alors, est-ce que Nibo est RGPD? Eh bien oui, puisque naturellement, les documents, en fait, le système d'enregistrement Karine va s'appuyer justement sur ton Drive Google Education. Donc, puisque Google Education est lui-même RGPD,
nous y sommes. Et puis ensuite, vu que Nebo est une société française, eh bien, nous avons aussi tous les avantages que cela induit. Voilà. Donc, Nebo, de toute façon, ne pourrait pas exister dans sa forme actuelle si elle ne respectait pas la réglementation générale de la protection des données. Alors, y aura-t-il un webinaire pour présenter tous les outils de l'éducation? Alors, sur ce genre de webinaire, ça vaudrait le coup qu'on y pense. Il y a beaucoup d'applications. Donc, il faudrait certainement qu'on prévoie plusieurs webinaires, mais il y en a déjà donc un autre qui sera programmé le mois prochain dédié à l'environnement professionnel. Et nous aurons aussi 3 autres webinaires davantage dédiés à nos amis wallons, mais pour le coup, nos collègues canadiens, nos collègues français ou autres pourront s'y connecter. Les dates vous seront communiquées sur la page de GoVisio et sur nos comptes Twitter, Facebook et LinkedIn dans les jours qui viennent. Voilà, dispo. Eh bien, mes chers collègues, j'ai débordé de 5 bonnes minutes. C'était un très, très grand plaisir d'être en votre compagnie pour ce 2e webinaire. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas justement à interagir, à nous poser des questions sur les différents médiums. Il suffit tout simplement d'aller soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci, Guilain. Je t'en prie, Nicolas.